Bienvenue dans votre cadre d'échange La Voix de l'Environnement. Face à Raoul reçoit ce jour M. Norbert Sommet. Il est le directeur pays de AWF pour le bureau Cameroun, entendu Africa Wildlife Foundation. M. Norbert, bonjour. Bonjour, M. Raoul. C'est quoi Africa Wildlife Foundation? On a beaucoup de sigles et organisations qui interviennent dans le domaine de la conservation et autres, tout ça. Africa Wildlife Foundation, c'est quoi et quelles sont les missions qui lui sont dévolues? Merci beaucoup. African Wildlife Foundation, c'est cette organisation internationale qui œuvre pour la conservation de la biodiversité. Il faut dire qu'elle a été fondée en 1961, donc elle fait partie des plus anciennes ONG de conservation dans le monde. Et initialement, c'était African Wildlife Leadership Foundation. Puisque au lendemain des indépendances, la question s'est posée. Comment allons-nous remplacer le leadership en matière de conservation? Et l'ONG fut fondée avec pour mission de construire une élite de la conservation pour l'Afrique. C'est pour ça que African Wildlife Foundation, initialement, était basée à Washington, D.C., aux États-Unis. Mais compte tenu du fait que dans son développement, elle a choisi d'être cette ONG focalisée ou accentuée sur l'Afrique en matière de mise en œuvre, le siège a été déplacé à Nairobi, au Kenya. Et nous sommes dans cette ONG de conservation centrée sur l'Afrique. Et qui ne travaille pas uniquement pour l'Afrique. Quand il dit centré sur l'Afrique, c'est en termes de mise en œuvre de projets de terrain. Sinon, nos actions couvrent toute la planète en termes de mobilisation des ressources, en termes de génération des impacts au niveau de la conservation. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui démarque naturellement Africa Wildlife de toutes ces autres grandes organisations, notamment qui implémentent aussi des politiques dans le domaine de la conservation? Bon, comme je l'ai dit tantôt, je pense que notre spécificité, c'est que nous sommes cette organisation de conservation centrée sur l'Afrique en termes de mise en œuvre. Beaucoup d'ONG de conservation, je pense, que vont être assez diversifiées en termes de géographie, mais nous nous centrons sur l'Afrique pour avoir un impact accentué. Nous sommes aussi cette organisation de conservation qui promeut le leadership africain, même en termes dans le management des institutions. Je pense que African Wildlife Foundation est l'unique organisation de conservation dont le CEO ou le directeur général est africain. Ce n'est pas une question de discrimination, mais c'est une question de refléter dans la pratique ce que nous prêchons au quotidien. La promotion, le développement de leadership de la conservation. Comment est-ce que la conservation qui se passe en Afrique se fait avec aussi les Africains qui occupent le siège avant, s'il faut utiliser le terme. Ce n'est pas une exclusion, non, je le précise bien. La conservation de façon pratique, elle peut être globalisante, mais en termes d'action sur le terrain, concrètement, comment est-ce qu'on résume pour l'essentiel justement des activités d'Africa Wildlife? Oui, je dirais déjà que nous sommes présents en Afrique sur à peu près une douzaine de pays et nos activités vont avoir un spectre relativement large. Il y a d'abord le développement du leadership africain, c'est-à-dire que comment est-ce que nous renforçons les capacités des Africains ou des acteurs qui opèrent en Afrique en matière de conservation, soit-il de la société civile, soit-il des gouvernements ou des communautés locales. Donc il y a d'abord ce côté de renforcement de capacités dans un contexte bien spécifique. Le deuxième élément, c'est l'assistance technique aux États dans la gestion de la biodiversité de manière générale
et spécifiquement sur la gestion des aires protégées. Quand on dit aires protégées ici, ce n'est pas seulement le parc national, mais c'est aussi tout ce qui est en périphérie, c'est-à-dire les communautés locales. L'autre élément, quand on va maintenant en détail dans l'accompagnement technique, c'est de dire comment est-ce que nous accompagnons le gouvernement à renforcer leur capacité technique et leur capacité opérationnelle. Nous sommes tous conscients du fait que dans des pays développés, dans bien de cas, les services de conservation manquent souvent de la logistique ou des capacités et notre rôle, c'est de les accompagner à remplir ce gap. Il n'est pas question de les remplacer, non, je dis bien de fournir la capacité nécessaire pour que ces acteurs puissent jouer leur rôle. Un autre élément important aussi, c'est actuellement, de nos jours, c'est la digitalisation, si je peux dire aussi, de la conservation. Comment est-ce que nous injectons les nouvelles techniques ou les nouvelles technologies dans la conservation? Hier, on allait sur le terrain avec un bloc-notes. Aujourd'hui, on va sur le terrain avec un terminal numérique. On collecte l'information. On a aujourd'hui ce qu'on appelle les caméras à travers les pièges photographiques. On a les drones. On a tous ces outils-là pour faire une conservation qui est à jour. Comment est-ce que nous, en tant qu'African Wildlife Foundation, nous supportons les acteurs à faire cette migration que je dirais technologique. Maintenant, un autre élément très important que nous savons, c'est la criminalité faunique et le braconnage. Pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, vous avez suivi dans les années 2012, on parlait du massacre des éléphants de Boubadjida au nord Cameroun. Après, on parle des trafiquants, des cailles de pangolins et autres. Notre rôle, c'est de dire comment est-ce qu'on développe un système d'intelligence qui contrecarre ces actions ou qui réduit à sa moindre expression ces fléaux-là. C'est tout un grand challenge parce qu'il faut dire que ces braconniers ou ces criminels fauniques sont suffisamment équipés aussi bien financièrement que technologiquement, mais nous avons pour défi d'avancer. Un autre élément qui n'est pas à négliger aussi, c'est les communautés locales. La conservation doit se faire avec les communautés locales. Quand on dit communautés locales, c'est les populations vraiment bantoues, si on est dans le contexte bassin du Congo, et aussi les peuples autochtones. Comment est-ce que nous concilions conservation et développement? Et je pense que c'est là où nous, en tant qu'ONG et aussi en tant que gouvernement, nous devons faire un shift paradigmique. On doit faire vraiment un basculement. Parce que jusqu'ici, on a investi sur les communautés comme si c'était une faveur qu'on leur accordait, comme si c'était une manière de les calmer et pour que les actifs de conservation aient lieu. Non, c'est-à-dire on doit changer et rééquilibrer la balance entre conservation et développement. Et pour finir, nous œuvrons aussi sur le renforcement des capacités de la jeunesse. Comment est-ce que après nous, on a la ressource humaine qui continue la conservation? Peut-être vous le savez autant que moi que de nos jours, les jeunes, je n'ai rien contre les jeunes, mais ils vont plus vers les métiers digitaux. On veut faire des choses en ligne, on veut investir sur des métiers où on peut gérer à partir de son laptop, de son téléphone, de Facebook, de WhatsApp. C'est-à-dire comment est-ce que nous créons un environnement, nous créons des incitations pour que les jeunes puissent rester intéressés à la conservation. D'où l'importance de soutenir la digitalisation. Il faut dire que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, que ce soit métier, que ce soit invention, si les jeunes ne sentent pas qu'ils sont au contact de la technologie, ça ne va pas beaucoup accrocher. Nous, à Africa Wildlife Foundation, on a tout un programme sur la promotion de la jeunesse africaine en matière de leadership, en matière d'opération de terrain. Et au niveau du Cameroun spécifiquement, nous avons un programme qu'on a appelé le Young Graduate Professional Internship. C'est-à-dire comment est-ce que nous donnons la possibilité aux jeunes fraîchement sortis du terrain de venir acquérir l'expérience, de venir découvrir la conservation, de venir prendre vraiment goût de ce métier. Et c'est ça
que nous œuvrons au quotidien à faire. Je voudrais insister un peu sur la notion de la place des communautés locales et notamment aussi celle des autochtones. De façon pratique, parce que bon, ce sont des terminologies qui sont employées dans la gouvernance de la conservation. Qu'est-ce qu'on apporte concrètement à ces derniers pour se détourner, que ce soit de leur implication dans le domaine du braconnage ou que ce soit se retourner vers des solutions leur permettant à mieux s'adapter dans leur environnement. De façon pratique, qu'est-ce que vous apportez à ces communautés? Bon, je veux déjà dire qu'au niveau de African Wildlife Foundation, nous avons compris que les communautés sont des co-créateurs des solutions en matière de conservation de la biodiversité. Ce qui fait que ces communautés dépendent principalement des ressources naturelles, végétales, animales autour d'elles. Et nous apportons déjà des alternatives aux activités qui puissent causer des dommages à la biodiversité. Je vais prendre un cas très simple. Au niveau des réserves de faune du Dja au Cameroun, nous soutenons l'agriculture durable en termes de cacao-culture. Et au jour d'aujourd'hui, entre 2019-2018, que ce programme a effectivement commencé, nous avons soutenu la mise en place de près de 150 hectares de cacao. Ça, c'est la cacao-culture sur les jachères, parce qu'il faut dire aussi qu'il faut éviter de déforester pour faire la cacao-culture. 150 hectares pour nous assis ici ou pour nous en milieu urbain, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si vous renvoyez dans le monde rural, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que quand vous voyez un peu, ces 50 hectares-là, nous avons aujourd'hui la moyenne à peu près de 2 hectares par cacao-culteur, ce qui est très considérable. Ça les occupe, ça génère du revenu et ça les détourne des activités de braconnage. Et aussi, ils comprennent que les ONG de conservation ne sont pas là uniquement pour protéger les animaux, mais ils ont aussi l'être humain au centre de la conservation. Maintenant, quand je parle des hectares, ça peut ne pas signifier beaucoup. Mais si on renvoie à ce que ça rapporte financièrement, que ce soit la cacaoculture, autre activité connexe que nous soutenons, nous avons au niveau de la réserve de faune du Dja que je peux encore citer, nous avons aujourd'hui en moyenne 25 000 $, c'est-à-dire entre 13 et 14 millions de francs qui sont générés dans les communautés riveraines. Et je dis encore que quand nous regardons 14 millions de francs par an, pour nous qui sommes en ville, ça ne veut rien dire. Mais pour les communautés, c'est vraiment un facteur qui contribue au changement. Vous voyez un peu des mamans qui puissent collecter des produits forestiers non ligneux, des mamans qui font la cacaoculture. Ça permet de payer l'école des enfants, ça permet d'apporter des soins, ça permet de se vêtir. Ce sont ces besoins de base-là qui sont désormais remplis ou qui sont désormais fournis à partir des initiatives que nous soutenons. Et c'est en ce moment-là que les communautés deviennent des alliés de la conservation parce qu'elles voient l'importance. Je peux prendre les exemples pareils aussi à Campoman, où nous sommes. On a des situations similaires, que ce soit aussi au niveau du Faro, au nord Cameroun. Ce n'est pas la cacaoculture là-bas, mais c'est tout ce qui tourne un peu autour de l'arboriculture. Comment est-ce qu'on promet la mise en place des arbres fruitiers? Donc, il y a pas mal d'initiatives comme ça qu'on les soutient. Et comme je l'ai dit, quand on les place au centre de la conservation, on les prend comme des co-créateurs des solutions. Elles sont consultées, elles sont respectées, leurs points de vue sont pris en compte et c'est ça qui fait elles se sentent valorisées et deviennent des acteurs. L'une des problématiques les plus importantes dans le domaine de la conservation en Afrique centrale, à l'espace bassin du Congo, c'est la question des transhumances. Alors, comment est-ce que vous positionnez et vous intervenez, vous apportez des solutions de réponse à cette problématique transfrontalière? Ok, merci beaucoup. La question de transhumance, je pense que elle a toujours été là, sauf qu'au cours de ces dernières années, je pense de la dernière décennie, il y a eu
une émergence de ce qu'on peut appeler la néo-transhumance. Le transhumant d'hier, c'était peut-être quelqu'un, des acteurs ou des personnes qui faisaient la transhumance de subsistance. C'était des petits éleveurs. Mais jusqu'à récemment, c'est devenu vraiment tout un business. Il y a des investisseurs qui placent de l'argent dans le bœuf et qui doivent se déplacer saisonnièrement à la recherche du bétail et de l'eau, à la recherche du pâturage et de l'eau. Donc ça, c'est à peu près la source de l'émergence ou de l'augmentation de la place qu'occupe désormais la transhumance au sein des discussions. Maintenant, la transhumance et les aires protégées, à quel niveau ça nous intéresse? Vous savez, les aires protégées sont régulièrement, je dis régulièrement, ça peut être, c'est pas toujours le cas, mais régulièrement, c'est des espaces qui sont mieux aménagés en termes de stock de fourrage, en termes de réserve d'eau. Et les transhumants, dans bien de cas, trouvent comme cet espace comme un lieu où ils peuvent faire paître les animaux ou les abreuver. Le problème, c'est que avec l'accroissement du bétail, il y a eu une surcharge sur le pâturage et aussi sur les eaux. Et ça génère des impacts au niveau de la conservation de la biodiversité. Il y a encore autre impact aussi sur le secteur agricole. Maintenant, nous, en tant qu'African Wildlife Foundation, nous sommes conscients, comme bien d'autres ONG, que le phénomène de la transhumance est croissant. Malheureusement, ce n'est pas un phénomène face auquel on peut placer une barrière. Non, ça ne va pas marcher. Donc, notre rôle, nous le jouons, je peux dire, principalement à deux niveaux. Le niveau stratégique. Pour ceux qui ont été familiers, on va parler il y a eu la conférence de N'Djamena en janvier 2019 qui traitait de la question de transhumance. Et actuellement, on est en train de préparer N'Djamena 2 qui doit avoir lieu en juin 2023. Donc, nous œuvrons à ce niveau stratégique-là en termes de la préparation de ces événements, contribuer à les préparer, fournir l'information nécessaire, les études, les recherches et tout ça. Maintenant, ce qui est très important pour nous, c'est au niveau du terrain. Parce que je l'ai dit, nous sommes présents au niveau du parc national du Faro. C'est dans le nord Cameroun et c'est une zone qui est aussi affectée par la transhumance. C'est une aire protégée transfrontalière en limite avec le Nigeria. Donc nous avons un flux migratoire ou un flux de transhumants qui traversent la zone du Faro et qui partent depuis le Nigeria, parfois même depuis le Niger. Et au niveau local, nous travaillons à trois sous-niveaux. La première chose, c'est de dire qu'il y a un cadre normatif qui est en place, qui encadre les accès dans les aires protégées. Malheureusement, la pression est telle que ce cadre normatif ne marche pas toujours. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des mécanismes ou des cadres plus ou moins informels. C'est pour ça que nous avons facilité la mise en place de ce qu'on a appelé le forum sur la transhumance. Donc, c'est vraiment une plateforme qui regroupe les transhumants, les élites, les chefs traditionnels, l'administration territoriale, les services de conservation des aires protégées, les services d'élevage, d'agriculture, les forces de maintien de l'ordre. Donc, vraiment, c'est un forum multi-acteurs qui permet d'échanger, de discuter de la problématique et de trouver des moyens d'arriver à une transhumance apaisée. Et ça, c'est vraiment au niveau de cadre de concertation. Le deuxième niveau, sous-niveau, est au niveau les interactions vraiment sur le terrain et la collecte de l'information. C'est pour ça que les communautés nous ont sollicité et nous avons facilité la mise en place de ce qu'on a appelé les tangos. Et c'est pas la boisson tango ou encore la danse latino-américaine, mais c'est des associations communautaires qui sont constituées de personnes issues des communautés, des personnes très respectées, hommes et femmes, parce qu'on est dans un contexte où il faut se rassurer que l'aspect genre est pris en compte. Et
Ces personnes-là vont régulièrement vers les transhumants, échangent avec les transhumants, avec les autorités. Ils font vraiment un travail de fourmi, un travail au quotidien. Ces personnes aussi collectent l'information sur le mouvement des transhumants, puisqu'il faut dire que dans cette partie-là, les familles sont interconnectées, que ce soit au Cameroun, au Nigeria ou au Niger, et donc ils collectent l'information. Le dernier point, c'est sur l'accompagnement, le renforcement des capacités des services de conservation en lien avec cette nouvelle problématique. Hier, ils faisaient face aux braconniers, ils faisaient face aux criminels phoniques. Aujourd'hui, il faut faire face aux transhumants. Est-ce que la technique, la tactique est la même? C'est pas ça. Donc, comment est-ce qu'on ajuste? Cette question justement me permet justement d'embrancher sur également l'un des aspects les plus essentiels, c'est la finance. La finance dans le domaine de la conservation et des aires protégées. Alors, comment est-ce que Africa Wildlife Foundation répond à cette problématique? Bon, il faut dire que la finance, c'est toujours le point, le point complexe quand on parle de la conservation. Si je me limite vraiment au cas du bassin du Congo, les aires protégées sont régulièrement dépendantes des financements extérieurs, principalement. Je ne veux pas dire que les États n'apportent pas une contribution, non. Il faut reconnaître qu'on est tributaire de ces financements-là. Et nous, en tant qu'African Wildlife Foundation, c'est de dire comment est-ce qu'on mobilise des financements. Des financements sur la quantité, mais des financements aussi sur la stabilité. Puisqu'il faut dire que parfois, les aires protégées ont ce problème de la fluctuation des financements. On est là 2 ans, on est là 3 ans, après on part, on revient. Ça ne permet pas la durabilité. Et ça, c'est un. Et l'autre chose aussi, c'est que nous sommes actuellement en train de travailler avec le gouvernement et avec les acteurs pour dire que nous devons repenser le modèle de financement des aires protégées. Nous devons repenser le mécanisme de financement. Comment est-ce qu'on tire des leçons des mécanismes de financement actuels qui ne marchent pas toujours comme on aurait souhaité pour concevoir des modèles les plus appropriés, des modèles qui répondent aux préoccupations politiques, aux spécificités du bassin du Congo. Et comment est-ce que nous, dans la mise en œuvre, nous développons aussi une plus grande efficacité. Deuxième chose aussi, c'est que nous sommes aussi en train de porter un message au gouvernement en disant que le modèle actuel de la conservation ou de la protection des aires protégées ne marche toujours pas en termes de financement. Il y a des acteurs qui sont prêts à mettre des financements, mais ces acteurs voudraient qu'on révise ou qu'on revoie le modèle. Il y a peut-être le modèle tel que le partenariat public-privé. Il n'y a pas un modèle standard. C'est un modèle qui est comme un menu, qui s'ajuste en fonction des contextes. Mais les États doivent de plus en plus intégrer ces modèles pour que le financement durable puisse arriver. Africa Wildlife Foundation, c'est une présence assez remarquée dans les grands forats internationaux sur la conservation, notamment la PAC déjà, avec une implication assez très remarquée. Mais nous sommes actuellement à la COP 15 sur la biodiversité, justement contexte également propice pour les acteurs de la conservation. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Ici, en tant que nous sommes ONG de conservation, nous travaillons sur les questions de biodiversité, donc la place est naturellement là. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous jouons un rôle déjà de facilitateur dans bien le contexte. Je vais prendre un cas très simple. Il y a ce que nous appelons le groupe des négociateurs africains, qui sont les représentants des États. Nous, c'est de dire comment est-ce que nous les accompagnons, pas seulement à la COP, ça se fait bien avant. La préparation, la mise à jour des discussions, les concepts, les négociations. Comment est-ce qu'on les prépare pour une négociation efficace? Ça va, c'est techniquement, mais aussi sur le plan logistique. Un autre élément aussi, c'est la société civile. On a ce qu'on appelle ACBA. La société, c'est une alliance de la société civile africaine qui, sur la question de biodiversité, comment est-ce que nous facilitons la participation de ce groupe-là, de la société civile, dans les discussions, dans l'enrichissement des débats et des prises de décisions. À la COP, nous avons 10 membres de cette société civile, faite de femmes, de jeunes,
et des hommes qui sont là pour porter la voix de l'Afrique du côté société civile. Et un autre groupe aussi, c'est le groupe des jeunes. Je l'ai dit tantôt que la préoccupation qu'on a aujourd'hui, c'est après nous, les qui vont prendre la relève. Donc nous avons aussi un programme sur le Youth Programme. Et à la COP, nous avons soutenu la participation de 6 jeunes qui sont là. Ces jeunes sont là pour apprendre principalement, de dire comment est-ce que après nous, ça puisse continuer. Évidemment, il y a notre contribution en tant qu'acteur dans les différents side events, dans les différentes sessions, en termes d'apporter l'information, l'éclairage pour la décision. Et évidemment, en tant qu'ONG de conservation, on est aussi là pour le réseautage, le networking. Comment est-ce qu'on discute avec les partenaires stratégiques? Et c'est aussi l'espace qu'on négocie des financements, des accords, des partenariats et autres. Donc ça, c'est notre raison d'être. Et pour sortir rapidement de cet échange, l'initiative Nature Africa qui va s'implémenter dans le bassin du Congo, justement, appelle à la contribution des acteurs et également des organisations sur la conservation. Alors Nature Africa, elle, comment est-ce qu'elle se positionne sur ce nouveau programme de l'Union européenne? Bon, Nature Africa, je pense Africa Wildlife Foundation a contribué à la co-création de Nature Africa parce qu'il faut dire que ça a été un programme co-créé. L'Union européenne l'a fait en concertation avec les acteurs. Notre rôle maintenant, nous sommes partenaires techniques de mise en œuvre. Et au Cameroun, nous sommes relativement bien positionnés pour ce qui est du plan national du Pharo, avec évidemment d'autres ONG qui sont en train d'arriver. Au niveau des réserves de fonds du DJA, nous sommes aussi parmi les ONG qui vont contribuer à la mise en œuvre. Donc nous avons contribué à co-créer et actuellement nous sommes dans des discussions, les négociations pour être acteurs de mise en œuvre. Et pour vous dire, nous sommes actuellement en train de négocier un financement de 8,5 millions d'euros. On est presque dans les phases de conclusion pour le parc national du Pharo. Et si tout se passe bien, ça devrait être signé dans les jours qui suivent pour que la mise en œuvre puisse continuer, commencer en janvier 2023. Ça, c'est pour continuer. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ECOFAC 6 au niveau du Pharo. Et également au niveau de la réserve de fonds de biosphère du DJA, les négociations ont presque commencé et vont s'intensifier en 2023 pour également mobiliser des ressources dans le cadre de Nature Africa pour la réserve de biosphère du DJA. Donc nous avons été co-créateurs. Nous sommes actuellement, nous faisons partie des acteurs de mise en œuvre. Ça, c'est notre rôle dans Nature Africa. Merci, Monsieur Norbert Sommet. Je rappelle que vous êtes le directeur pays de Africa Wildlife Foundation pour le Cameroun. Merci beaucoup. Merci de l'opportunité que vous nous offrez de participer ou bien de partager sur ce que nous faisons. Merci beaucoup.